Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Je vais vous proposer tout de suite de retrouver, toujours Actualité médicale oblige, le docteur Sorin Radu. Je n'ai pas écorché votre nom, docteur. Hein? Non, pas du tout. Vous êtes gynécologue obstétricien en région parisienne. Oui, à Versailles. Un médecin généraliste a lancé une pétition fin mars sur le net pour interdire aux médecins d'entretenir toute relation sexuelle avec leurs patients. Il a interpellé d'ailleurs à ce sujet la ministre de la Santé, Madame Buzyn. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette levée de bouclier? Est-ce que c'est voilà, est-ce qu'on se pose des questions de relations patient-médecin quand on est, par exemple, comme vous, gynécologue obstétricien et qu'on reçoit très régulièrement essentiellement des femmes dans un cabinet avec un certain huis clos? Alors, c'est vrai que normalement, tout médecin n'a pas le droit, on va dire, d'avoir des relations sexuelles avec ses patients. C'est partie d'une éthique professionnelle qui a été acceptée, on va dire, par tous les interlocuteurs. Alors, si ça existe, c'est vrai qu'on n'en parle pas, et puis c'est vrai que si ce médecin a commencé à en parler, c'est lever un voile sur quelque chose qui existait déjà. Moi, je pense qu'il faut garder une relation professionnelle avec les patientes. D'ailleurs, sur cette relation professionnelle se base la confiance qui est particulière entre un médecin et son patient, la patiente en gynécologie obstétrique. Et si ce cadre il est franchi, à ce moment-là, je pense que une des relations, que ce soit celle qui est sexuelle ou celle qui est professionnelle, doit cesser. Après, c'est vrai qu'on est censé parfois de traiter des membres de la famille aussi, et en fonction de la spécialité qu'on fait, plus on touche à l'intime, mieux on se porte. Donc, c'est vrai que dans ma profession, toutes les personnes qui sont proches de moi sont vues par des collègues pour les mêmes raisons. Donc, les relations qu'on touche à l'intime changent profondément et on ne peut plus avoir le même regard pour la personne. C'est pour ça que si on veut garder une autorité, quoique écornée par Internet médical, il faut garder, on va dire, ces distances pour pouvoir avoir cette autorité et soigner les gens. Oui, parce qu'on parle de possibilité de représailles, je veux dire, du Conseil de l'ordre des médecins qui, par exemple, menace carrément les médecins de radiation. On ne sait pas que ce soit une mesure un peu trop radical? Alors, peut-être le faire directement, je trouve ça peut-être un peu radical, mais au moins un appel à l'ordre de cette relation et ce qui est notre profession et la relation qu'elle engendre par rapport à nos patients, c'est quelque chose qui est quand même fondamental pour que les soins puissent être accordés dans un cadre professionnel et je dirais même médical, avec tout ce que ça comporte, convenable pour le patient. Je ne pense pas que si on change ce type de relation, on lui rend service au patient. Ceci dit, même cette empathie, elle est différente chez les médecins. Parce que nous devons avoir un regard et une écoute empathique, mais pas au point d'être proche complètement. On doit garder un recul suffisant parce que sinon après on se fait complètement emballer par les émotions, vu qu'on touche quand même à beaucoup d'émotions et tout ce qui est santé, ça crée beaucoup d'émotions et cette émotion peut à un moment donné devenir délétère pour le praticien aussi. Donc nous on apprend dans notre pratique de résister aux transferts et surtout aux contre-transferts, et donc cette relation médecin-patient a, on va dire, quelques règles, et l'écart, on va dire, sexuel en fait partie. Maintenant, je pense que parfois cette ligne peut être franchie. À ce moment-là, il faut que la relation patient-médecin doit cesser. Là,
D'ailleurs, actuellement, dans les textes réglementaires, cette mention qui interdit la relation sexuelle, une relation sexuelle entre médecin et patient n'existe pas. Donc c'est peut-être aussi le temps de légiférer pour éviter certains débordements. Moi, je pense que c'est un tout petit peu excessif de légiférer. Si vous voulez, déjà, il ne faut pas oublier le bon sens. Après, mettre ce bon sens dans un texte, moi, je le veux bien, mais que ça soit au niveau de la loi, c'est comme si on se gardait de tous ces fous médecins ou de ces fous patients ou pôles patients qui seraient prêts à franchir par groupe et par masse cette ligne. Je pense que ça reste, on va dire, marginal plutôt, je dirais. Oui. Et puis, je pense que chacun, avec sa conscience professionnelle, peut faire un peu la part des choses. Je parle des médecins. Et puis, c'est vrai que si cette situation peut se produire, à ce moment-là, c'est vrai que la relation professionnelle particulière entre médecin et patient doit cesser. On l'a Donc, bien je ne serais pas peut-être aussi véhément que par rapport à ce que vous dites, qu'il y avait des sanctions, mais je comprends qu'il faut en discuter et puis peut-être rappeler à l'ordre les personnes qui sont proches de cette situation-là, qui ont franchi des pas. Est-ce que l'affaire Weinstein n'a pas quelque chose à voir sur cette montée de bouclier et l'apparition de cette pétition aujourd'hui qui demande instamment à la ministre de la Santé de statuer sur cette relation? C'est vrai qu'elle a remué beaucoup de choses, mais je doute que dans un cabinet médical et puis même dans un cabinet gynécologique, les patients qui sont quand même des adultes peuvent être abusés par l'autorité médicale. Ça, je doute fort. Je pense qu'il y a une situation qui normalement est quand par exemple il y a certains médecins qui font, on va dire, qui passent à l'acte, et des patients qui passent à l'acte, si l'acte n'est pas arrêté, ça veut dire qu'il y a consentement. Vu qu'on est des adultes et puis on n'a pas une autorité comme pouvait par exemple avoir une autorité M. Weinstein. Nous, par exemple, si imaginons qu'il y a quelque chose qui se passe d'une manière déplacée dans un cabinet, il suffit de partir. Il n'y a personne, il n'y a pas de situation dont on pourrait tirer un avantage ou dans laquelle on pourrait se sentir menacé. On serait juste dans une situation où il y aura la surprise. La surprise qui est quand même quelque chose qui est répréhensible. Donc ça, je ne comprends pas. Et puis c'est vrai qu'on voit parfois des mineurs, mais les mineurs sont accompagnés en général. Et puis nous, dans le cabinet, alors c'est vrai qu'en gynécologie, on est plus sensibilisés. On fait tout ce qu'on doit faire, des examens, et puis sachant que les examens ne sont pas comme chez les adultes qui sont un peu différents. On les fait quand il y a besoin et on les fait devant un docteur ou devant une personne de confiance ou sinon devant notre secrétaire ou l'infirmière qui sont appelés pour assister à... On ne fait pas jamais seul devant un mineur. Après, avec les adultes, c'est vrai que il y a des choses qui peuvent arriver, on va dire, et c'est vrai qu'on tourne autour de l'appareil génital de la femme en gynécologie, mais il n'y a pas de on va dire, pouvoir comme on pourrait l'imaginer dans le vidéo comme le cinéma. Vous n'avez pas assisté, en tout cas depuis la fameuse, je reviens toujours à la fameuse affaire Weinstein, vous n'avez pas assisté à des comportements, des changements de comportement au sein de vos patientes ou... Non, pas dans ma pratique, j'ai pas. C'est vrai que c'est un changement global de la mentalité, mais pour tout le monde, autour, si vous voulez, de mon activité professionnelle, mais pas spécifiquement à l'intérieur de mon cabinet ou de mon activité professionnelle. Je trouve toujours, si vous voulez, ce que j'avais avant, des personnes qui disent je préfère être examiné par une femme que par un homme ou par un homme par une femme. Et c'est vrai que je force à chaque situation de ce type d'expliquer qu'en gynécologie, quand on est médecin gynécologue, on est un peu asexué. Oui. Parce que tout le monde fait le même métier. Voilà, c'est un médecin qu'on a. Si normalement on a des demandes de ce type, à ce moment-là, les patients doivent le faire. Mais j'explique que finalement, ça n'a pas vraiment de sens de trouver un gynécologue homme ou une gynécologue femme. En général, ce sont des atavismes qui sont liés à
nos conditionnements spécifiques. Mais j'ai pas vu que c'est plus après l'affaire Johnson ou non. D'accord. Alors, merci d'avoir répondu déjà de manière complète sur cette première question de faut-il légiférer sur la relation, les relations sexuelles entre patients et médecins. On a recueilli votre point de vue, je vous en remercie. L'autre aspect, effectivement, l'autre question qui m'a interpellée ces jours derniers, c'est la santé sexuelle en France. On manquerait de médecins pour s'occuper de la santé sexuelle de nos concitoyens. Vous en pensez quoi, vous ? C'est vrai que les sexologues, et moi j'en fais partie, on n'est pas très nombreux. C'est que pour être sexologue en France, il y a un parcours particulier. Ça veut dire qu'il faut être déjà médecin et puis après faire un diplôme universitaire qui est assez contraignant sur plusieurs années. Et ça c'est une chose. Donc on a essayé de pallier en France par des spécialistes, on va dire, de la sexualité humaine, et qu'on peut avoir des personnes qui ne sont pas des médecins, qui peuvent s'occuper. Alors, ils ne s'appellent pas vraiment sexologues. Donc, ça c'est un point. Et puis deuxième point, c'est vrai que l'éducation qu'on a par rapport à la sexualité humaine ne permet pas d'avoir un accès aussi facile qu'on pourrait l'espérer. Vu que la formation elle est un peu partout, les personnes ne consultent que très tard ou juste par ricochet un sexologue ou des symptômes sur les symptômes sexuels. Donc, s'y intéresser même au niveau du ministère, moi je trouve ça plutôt bien. C'est trouver une solution pour que les personnes puissent consulter ou poser des questions sans se sentir ni coupable, ni stigmatisé, ni... C'est une question là pour le coup en général la question de la sexualité, quand on peut, s'aborde au sein de la cellule familiale, ce qui n'est pas toujours le cas. On va dire que peut-être que dans les familles européennes, c'est un sujet qu'on aborde un peu plus facilement. Il y a sans doute certaines franges de la population, comme les populations originaires d'Afrique du Nord, pour lesquelles aborder la question de la sexualité ou de la santé sexuelle au sein du domicile, c'est au sein de la famille, c'est juste impensable. Bien sûr, mais ça c'est quelque chose qui est valable pour, on va dire, pour tout le monde. L'image de la femme dans certaines sociétés, elle est pas aussi bienveillante que dans la société française. Et donc, ces images, la stigmatisation du plaisir, de la sexualité en général, qui sont considérées des choses dévalorisables, des choses plus proches de notre condition animale qu'humaine, on en parle peu et puis ce sont des choses qu'on valorise pas bien. Maintenant, qu'on soit dans une société, on va dire, très fermée, comme parfois peut être dans les sociétés africaines ou nord-africaines, et même arabes, Moyen-Orient, où la femme a un certain rôle dans la société qui est un tout petit peu pas au même plan que les hommes, ça peut être un frein à la construction et à l'épanouissement sexuel. Mais ça existe aussi dans les sociétés, on va dire, qu'on considère plus occidentales, où on a l'impression qu'il y a une liberté qui existe, mais cette liberté, elle n'est pas aussi évidente que ça. Et puis, juste pour vous dire, à un moment donné, je faisais de la sexologie dans mon cabinet pour tout le monde. Ça veut dire, en général, une consultation de sexologie, on peut s'occuper des femmes, des hommes ou des couples. Et puis, j'ai dit, je vais faire ça pour tout le monde. Et quand des hommes venaient me voir pour des consultations de sexologie et se trouvaient dans une consultation où il y avait quasiment que des femmes, finalement, ça a créé un gros malaise. Et puis, j'ai compris, que j'ai observé. Et donc, finalement, j'ai fait plus de la sexualité pour les hommes seuls, juste pour des couples et des femmes, parce que ce regard qui était même un tout petit peu à l'extérieur de mon cabinet était insuffisamment tolérant de la part des autres pour ces hommes qui consultaient pour des symptômes sexuels. Donc, même dans une société libre comme la nôtre, on a du mal. Donc, en plus, pour des sociétés qui sont fermées, c'est encore plus compliqué. Donc,
ouvrir un débat et démystifier et laisser des gens, par exemple, en parler, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et qu'on va y arriver, ça, c'est peut-être maintenant. Et vous pensez quoi, par exemple, du retour de cours d'éducation sexuelle à l'école? Moi, je me souviens qu'adolescentes, c'est l'enseignant qui était dévoué, désigné d'office souvent pour ses cours, c'était 3-4 heures sur l'année, n'était pas forcément plus à l'aise quand on s'adresse à des ados qui ont 12-13 ans. Mais est-ce que vous pensez que parler plus aisément de la sexualité, de l'anatomie de l'homme et de la femme, ça fait partie de la responsabilité aussi du parcours des enseignants? Alors, de la responsabilité, je dirais pas. Je pense qu'il faut créer, je ne sais pas si vous avez des enfants qui ont déjà des enfants. Les adolescents, c'est juste une espèce, si je peux m'exprimer comme ça, avec des guillemets bien entendu, où la sexualité, on peut pas leur en parler. Moi, je pense qu'il faut bien entendu qu'ils aient le choix. Et je sais que dans les Yvelines, on s'occupe beaucoup de ça. J'ai même moi-même été contacté pour faire des cours dans le lycée. Bon, finalement, ça s'est pas fait, mais je pense que c'est bien que les spécialistes, les médecins ou même des enseignants qui peuvent faire des cours sur la sexualité, il faut qu'ils soient présents. Maintenant, il ne faut pas s'attendre que les adolescents vont se jeter corps perdu dans ce type de cours pour vouloir enregistrer toutes ces informations. Ils sont là un tout petit peu parce qu'on les oblige un peu. Moi, je pense que c'est bien qu'ils soient là. Alors, est-ce qu'il faut les obliger? Il faut peut-être en amont qu'on leur explique que c'est quand même utile d'avoir une référence sur ce sujet, parce que qui enseigne aujourd'hui un adolescent et puis même un préadolescent, c'est Internet. Donc, je pense que il faut que cet enseignement sur la sexualité existe dans les lycées. Je pense que c'est important. Mais pareil, le rôle reste limité. Tout ça dans un cadre, il faut encadrer les choses. Même si effectivement on le sait, ne soyons pas dupes, les préadolescents et les adolescents ne nous attendent pas pour aller regarder effectivement aller faire leur propre formation, initiation, j'allais dire, via Internet. Peut-être encore une ou deux questions, si vous m'autorisez. Il est évoqué dans les mesures qui ont été avancées par Madame Buzyn récemment, la levée possible de l'obligation d'accompagnement du mineur par une personne majeure pour une consultation, par exemple, concernant la prévention des IST. Vous pensez quoi? C'est bien de lever est-ce qu'il y a un intérêt, à lever cette obligation d'être accompagné par une personne majeure? Moi, je salue cette possibilité, parce que déjà, les personnes mineures qui viennent consulter, il n'y en a pas beaucoup. Après, imaginons donc la contrainte sur ces personnes-là qui vient quand même avec d'être accompagné par un majeur, ça crée déjà une logistique qui est supplémentaire, et puis ça crée un regard qui, même s'il est bienveillant, peut cacher un jugement que l'adolescent peut pas supporter. Donc moi je pense que si ils peuvent venir tout seuls, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose. Mais les adolescents qui viennent, moi je vois ça dans mon cabinet. Alors je suis à Versailles, donc on peut dire qu'on a de l'information, mais on est dans une zone, on va dire un tout petit peu, on va dire catholique. Oui, plutôt conservatrice. Tous les cas conservatrices, voilà. Je vois qu'ils ont du mal à venir. Alors moi, mon conseil pour les patientes qui ont des enfants, je leur dis donc de être à l'écoute des ados, et puis dès qu'ils sentent un doute dans l'information qui existe sur les réseaux dans leur vie, qu'ils puissent proposer la possibilité de venir voir un spécialiste, un gynécologue, un sexologue.
mais c'est quand même quelque chose qui est assez rare. Si on a la possibilité, si les ados ont la possibilité de venir tout seuls, moi je pense que c'est plutôt une très bonne chose. Je suis sexologue depuis, si je me rappelle bien, depuis peut-être 2004, 2005, 2006 dans ces zones-là. Depuis une petite dizaine d'années. Oui. Et en 10 ou 15 ans, presque 15 ans, est-ce que vous avez vu les motifs de consultation changer et est-ce que la patientèle a évolué aussi? Est-ce que vous évoquez les adolescents qui viennent vous voir, mais voilà, les motifs de consultation. Pourquoi pourquoi va-t-on consulter un sexologue? Et vous évoquiez tout à l'heure entre les lignes que souvent on venait vous voir un peu tardivement. Alors, honnêtement et paradoxalement, je ne peux pas dire que j'ai vu un changement dans le volume des consultations sexuelles, les motifs. En général, quand on vient voir un gynécologue, parce que comme j'ai les deux casquettes, les gens viennent me voir pour des raisons, on va dire, gynécologiques. Les gynécologiques, la grande majorité des consultations sont à titre de prévention, ce que je fais moi à Versailles. Et la sexualité, elle est évoquée dans ce cadre-là. C'est vrai que quand je commence à parler de la sexualité dans le cadre de la consultation gynécologique, bien sûr, je donne quelques détails, quelques éléments, et après je dis, si vous voulez faire quelque chose par rapport à la consultation sexuelle habituelle, sexuelle, il faut prendre rendez-vous de manière particulière, ça veut dire dénoncer un symptôme sexuel. Et c'est vrai qu'une fois qu'on met les bases, parce que ça fait partie de la conception sexuelle, de sexologie, on doit créer un cadre, parce que l'acceptation du symptôme sexuel, ça fait partie un tout petit peu de la thérapie. Et une fois qu'on a mis le cadre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients qui ne parlent plus de ça. Alors, bien entendu, à chaque consultation de gynécologie, je ravive le sujet, la question sexuelle, voilà, chose qui fait partie, on va dire, de ma pratique. Et puis, on en parle donc quand même un peu, mais en filigrane d'une consultation de gynécologie. Après, pour les consultations des adolescentes, la première chose qu'elles veulent voir ou savoir, c'est tout ce qui est prévention. Alors en général, prévention du cancer du col, comment est-ce qu'on peut prévenir le cancer du col et comment est-ce qu'on peut se protéger des maladies sexuellement transmissibles. Et ça s'arrête un tout petit peu là. Pour les autres consultations de sexualité, en général, ça n'a pas changé depuis 200 ans. Ce qui a été décrit par mes maîtres et par les grands sexologues au début du siècle et même avant, en général, ça reste. Pour les femmes, ça reste. Ça n'a pas vraiment changé malgré l'évolution. Oui. Voilà. On parle de quoi? On va mettre des mots plus simples. On vient vous parler d'impuissance pour les hommes, de frigidité pour les femmes. Voilà, donc normalement, les troubles chez les femmes sont principalement le trouble du désir. On ne peut pas aller jusqu'à vraiment dire frigidité, parce que frigidité, c'est l'extrême, la finalité, l'extrême du trouble du désir. Et puis après, du trouble du plaisir, qui sont l'anorgasmie à l'extrême. Donc, ça reste pareil. C'est pareil. Et puis après, ça se développe parce ces troubles-là, en général, existent, on va dire, un tout petit peu par tout le monde, chez tout le monde, et qui sont compensés. Et puis c'est vrai que quand c'est plus compensé, à ce moment-là, on va voir le sexologue. Et puis la grande majorité de mes consultations sont informatives. C'est-à-dire que si j'arrive à persuader et de faire comprendre aux patients qu'il n'y a pas de normes dans la sexualité humaine, tout ça, elle sort déjà avec un grand ouf général. Et puis finalement, le traitement est que par la parole. Oui, pas trop de médicaments, parce qu'on a évoqué le 20e anniversaire de la petite pilule bleue il y a quelques jours de ça. Éventuellement, recours à un médicament. Oui, quand on a recours à ça, et puis on a d'autres médicaments qui agissent
aussi pour les femmes, mais ça n'a pas changé. C'est vrai que permettre d'avoir donc la pilule bleue, c'est comme permettre d'avoir des lubrifiants chez la femme, c'est quelque chose qui est comparable. Et tout ça, c'est vrai que ça fait partie des discussions qui sont abordées dans la profession. Ça n'a pas vraiment changé. Dernière question, promis, docteur Adu. Vous pensez quoi de la chirurgie de l'intime? On en parle de plus en plus. Les chirurgiens esthétiques sont souvent de plus en plus sollicités pour ces questions-là de chirurgie de l'intime. Alors, la chirurgie de l'intime, c'est vrai que moi, je peux dire que j'en fais partie, que c'est chirurgien de l'intime, parce que je suis chirurgien aussi, donc comme je m'occupe un tout petit peu de la sexualité, donc je peux m'utiliser de cette chirurgie. Alors, c'est pas seulement l'apanage des chirurgiens plasticiens, donc en gynécologie, on fait aussi ce type de chirurgie. Je pense que c'est quelque chose qui est à prendre très au sérieux, et même si on voit pas éventuellement une raison, on va dire, fonctionnelle, il faut prendre en compte la plainte psychologique et la plainte par rapport au schéma corporel de la patiente. Après, on pourrait être, on va dire, très très à l'écoute et permettre à la patiente d'accorder un peu ses désirs, qui sont parfois frôlent le fantasme, avec les possibilités chirurgicales et bien entendu la possibilité de garder après une fonctionnalité convenable. Rester dans une certaine mesure et bien choisir son chirurgien. Exactement, et puis surtout, ce sont des choses qui sont très particulières. J'ai eu la chance de participer dans le service du professeur Colo à Foch il y a quelques temps à des opérations de changement de sexe. Ce qu'il fallait comprendre dans ces moments-là où la sexualité était pas vraiment mise en avant, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment besoin d'avoir une sexualité importante, mais juste une reconnaissance de leur sexe. Et c'est pour ça qu'il fallait pas commencer à créer des prothèses péniennes ou des prothèses vaginales pour ces personnes-là. Donc, il faut garder un bon sens, il faut être à l'écoute des patients. Moi, je m'occupe, par exemple, de la réduction des petites lèvres. Normalement, les petites lèvres, ça peut être gênant pendant le rapport coïtal et ça peut être aussi avoir un impact esthétique. Il y a des femmes qui considèrent que les petites lèvres sont pas adaptées à leur morphologie, voilà, à la morphologie et puis à un schéma de beauté qu'elles considèrent important. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité.